Succès Masra, le nouveau premier ministre du Tchad. Hier, considéré, connu sous la casquette bien sûr de farouche opposant du régime en place, aujourd'hui ne tarit pas d'éloges envers notamment le président du Tchad. Dans un entretien, le dernier d'ailleurs du genre accordé, Succès Masra est revenu notamment sur ses ambitions. Il dit faire totalement confiance au président Déby, une confiance qu'il place sous le signe de la réconciliation. Comment vous interprétez tout cela? Je pense qu'avant de vous passer la parole, messieurs, on va tout d'abord écouter la sortie de Succès Masra. Les propos, c'est un extrait bien long, car il dit beaucoup de choses intéressantes. Certainement, il donne des explications sur le choix qui a été porté sur lui à la primature du côté du Tchad. Ce n'est pas le poste qui est la chose la plus importante, c'est le moment dans lequel notre pays se trouve aujourd'hui, dans un contexte international, avec une nouvelle république, parce que nous sommes passés de la 4e à la 5e république, avec une nouvelle constitution, avec une nécessité de responsabilité collective pour l'ensemble des Tchadiens et des Tchadiennes de se retrouver autour d'un pays, le nôtre, malade, que nous devons guérir ensemble. Et je me vois donc dans une sorte un peu d'appel de responsabilité pour servir mes compatriotes en apportant à la tête d'une équipe qui travaillera en synergie avec le président de la transition qui, depuis l'adoption de la nouvelle constitution, nous faisant passer à la 5e République, est devenu aussi pleinement président de la République. Il est totalement engagé pour la réconciliation et c'est sur cela que je suis totalement engagé. Donc oui, aujourd'hui, je lui fais totalement confiance pour être responsable et pour que nous soyons ensemble loyaux devant le peuple tchadien, patriote engagé pour servir ce Tchad-là nouveau dans un environnement où, vous le savez, regardez le Soudan voisin, regardez la Libye, regardez l'espace Sahel, il y a des moments où... Savoir qu'est-ce qui a changé au début de son engagement où il critiquait Idriss Déby, où il était farouche envers ce dernier, et aujourd'hui où il est en train d'encenser ce dernier, qui est en train de porter ce dernier en termes de confiance. Je ne sais pas s'il y a eu un changement entre-temps, si ce n'est au niveau des intérêts. Et lorsque je l'ai dit, je voudrais davantage emblayer sur son intervention de tout à l'heure pour dire qu'en réalité, il serait très mal placé pour convoquer l'exemple de Mandela comme étant un argument qui pourrait justifier son action au Tchad. C'est une comparaison qui n'a pas de raison, c'est une comparaison qui n'a même pas d'élément de comparaison parce que Nelson Mandela, c'est quelqu'un qui était ouvert au dialogue, mais en prenant ses distances vis-à-vis de ce gouvernement machiavélique qu'il combattait du côté de l'Afrique du Sud. Nelson Mandela n'a jamais fait de compromissions, il n'a jamais travaillé en termes d'alliés avec le gouvernement d'apartheid. C'est quelqu'un qui a combattu en prenant ses distances et qui a fait prévaloir ses convictions parce qu'il avait des convictions. Là, il parle de Nelson Mandela dans un cadre bien précis, Dr Sangro, celui de la réconciliation. Absolument. Même au niveau de la réconciliation, est-ce que cette réconciliation-là devrait se faire de cette manière-là? Est-ce qu'il était obligé d'intégrer le gouvernement avant de penser la réconciliation? L'État s'engage en politique, pas parce qu'il veut satisfaire ses intérêts, pas parce qu'il veut conquérir des postes au sein du gouvernement, oui, mais il s'engage en politique parce que la politique est le passage obligé qui lui permettrait de transformer la société en termes d'amélioration des conditions de vie. Et de l'autre côté, nous avons des hommes politiques tels que Succès Masra aujourd'hui, qui entrent en politique pour faire des compromissions autour de leurs intérêts, qui entrent en politique pour, n'est-ce pas ici, flouer la population, mentir la population, qui entrent en politique, n'est-ce pas, pour poser des actions qui sont généralement attentatoires aux intérêts de la population des différents pays. Et je pense que lorsque vous prenez cette grille de lecture et vous la transportez au niveau de la scène politique tchadienne, vous comprenez aujourd'hui que Succès Masra a trahi
une tranche de la population qui jusque-là portait une confiance en lui. Parce que depuis Idriss Déby, le maréchal, Success Masra a donné l'illusion qu'il travaillait pour une transformation de la société tchadienne. Parce que les arguments qu'il portait au départ étaient des arguments vraiment cohérents, qui portaient à croire qu'en réalité, si de tels arguments sont pris en considération, le Tchad pourrait changer. On voit donc aujourd'hui qu'il est parti de cet enchantement-là pour sombrer aujourd'hui au désenchantement. Et je pense que c'est malheureux. C'est la société tchadienne qui est, n'est-ce pas ici, la victime. C'est le peuple tchadien qui a été floué. Ce sont ces morts, j'ai envie de dire, ces multiples morts qui ont été, n'est-ce pas ici, décédés parce que deux hommes politiques se combattaient. Aujourd'hui, ils se sont rencontrés. Qu'est-ce qu'on fait donc avec les intérêts de la population? Qu'est-ce qu'on fait avec ces morts qui sont décédés? Je pense qu'aujourd'hui, c'est un donné à voir qui pourrait interpeller, un donné à penser des hommes politiques ou de la pratique politique en Afrique. Parce que nous sommes sur un plateau panafricaniste. Il faut dire que l'Afrique aujourd'hui n'a pas besoin de ce genre d'hommes politiques. Les hommes politiques dont l'Afrique a besoin aujourd'hui, c'est des hommes politiques de conviction qui, n'est-ce pas ici, ressemblent aux hommes d'État. C'est des hommes politiques qui soient capables à ne pas, n'est-ce pas ici, transiger face à une proposition que quelqu'un leur présenterait. Je vous relance dans cette même lancée, Dr Sambou, si vous me permettez. Vous aurez donc souhaité quoi? Que le bras de fer continue. Tout à l'heure, on a évoqué effectivement les morts. On sait il y en a eu beaucoup. Que le bras de fer continue, ou alors, si vous avez également parlé de compromis, est-ce qu'à un moment donné en politique, les compromis n'ont pas de place pour... on parle bien de réconciliation, justement, au niveau du Tchad. Qu'auriez-vous souhaité? La politique est une activité essentiellement transactionnelle. Donc, en politique, les transactions sont permanentes. Et j'aurais très bien voulu que vous parliez de compromis au lieu de compromission. Parce que compromission, en quelque sorte, est péjoratif. Compromission, en quelque sorte, frise, n'est-ce pas, ici, la recherche des intérêts personnels. La politique est une science, est une activité qui se fait parce que des hommes signent des accords. Qui se fait parce qu'à un certain moment donné, on peut, n'est-ce pas ici, spolier une partie, n'est-ce pas ici, de nos intérêts pour la mettre au service, par exemple, de l'intérêt général d'un État. Mais pour ce qui est du Tchad, je pense que Success Masra aurait procédé autrement. D'accord? La façon dont il a procédé là, c'est une façon, n'est-ce pas, qui, pour ma part, trahit les intérêts de la population. C'est une façon qui ne soit pas, n'est-ce pas, ici, logique et cohérente. Success Masra serait resté cohérent dans sa lutte en restant un homme politique, en restant dans l'opposition. Il n'était pas obligé, parce que vous parlez aujourd'hui de cette mort qui tombait quotidiennement, il n'était pas obligé d'aller au front avec Idriss Déby fils. La politique n'est pas toujours une lutte, d'accord? La politique, c'est un jeu qui peut se faire sans confrontation. Et vous allez vous rendre compte que lorsque vous comparez les champs politiques du monde, plus précisément les champs politiques occidentaux aux champs politiques africains, vous allez vous rendre bel et bien compte que ce qui caractérise les champs politiques africains, c'est que nous avons l'impression que ce sont des champs de bataille, ce sont des champs de lutte, ce sont des champs d'élimination, n'est-ce pas ici, de personnes physiques. Or, de l'autre côté, on voit comment la politique se pratique comme étant un jeu, comme étant une amitié, comme étant quelque chose de noble. L'Afrique peut aussi intégrer cette façon de faire la politique. Nous ne sommes pas toujours obligés d'aller au front. On peut, n'est-ce pas ici, faire passer nos idées, faire passer ses convictions en restant, n'est-ce pas ici, à distance. Et je pense que nous avons des précédents en Afrique. Et puisqu'il a convoqué Nelson Mandela, je pense que c'est en cela qu'on pourrait aujourd'hui dire qu'il aurait pu rester dans sa posture de départ et que les choses se seraient, n'est-ce pas ici, changées au Tchad. Aujourd'hui, moi je pense que c'est une trahison. C'est un mépris de la part de la population que Success Masra vient de faire là aujourd'hui. Il est en train d'encenser Idriss Déby fils, il est en train de féliciter Idriss Déby fils, alors qu'au début, il était de ceux qui disaient qu'en réalité, Idriss Déby fils est à la tête du Tchad, n'est-ce pas ici,
en violant la constitution du Tchad. Donc aujourd'hui, que ce soit lui qui soit en train de parler en ces termes-là, on se pose bel et bien la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Merci à vous, Dr Sango, président Matomba. Restez dans la posture du départ. Vous partagez cet avis en ce qui concerne M. Masra. Est-ce que ce rapprochement ou alors cette alliance, aujourd'hui, si on peut le qualifier ainsi, entre le Premier ministre, désormais, Succès Masra, et le chef de l'État tchadien, Mahamat Idriss Déby Itno, pour vous, n'est pas une, je ne vais pas dire une bonne chose, mais peut-être une solution, voilà, peut-être à court moyen terme pour le Tchad? Ben écoutez, il faut déjà comprendre que l'Afrique souffre d'un véritable problème politique. L'Afrique en général, oui, et particulièrement nos pays dits de la zone francophone. Vous savez, il est parfois très difficile de déterminer de quel bord politique appartient un homme politique en Afrique, même s'il est président d'une formation politique. Ou encore leader d'une formation politique. Lorsque je le dis, je voudrais préciser que en matière de construction d'une nation, d'un État, d'un pays, on part d'un point X à un point Y. Mais nous ne pouvons pas tous partir du même point X pour le point Y de la même façon. Si nous partons tous de la même façon, ça veut dire que nous n'avons pas des formations politiques différentes. Ça veut dire que nous avons des mêmes formations politiques. Ça veut dire que même si nous avons des formations politiques aux noms différents, à la fin, nous sommes la même formation politique. Qu'est-ce que j'entends par là? Une vision basée sur une idéologie devrait, n'est-ce pas, requalifier l'appartenance politique de chaque homme politique en Afrique. Vous allez vous rendre compte que dans la plupart de nos pays francophones, les hommes politiques ont ceci de particulier. Ils pensent tous le développement de la même façon, mais ils vous disent qu'ils sont opposés. En réalité, ce n'est pas l'opposition contre la mauvaise gouvernance ou contre tout ce que vous voulez. Oui. C'est juste l'opposition contre des individus. Ce n'est pas l'opposition pour les mauvaises conditions de vie, parce que c'est l'argument le plus simple et le plus simpliste à présenter. Non, nous voulons changer les choses. Oui, mais de quelle façon? Si vous voulez changer les choses de la même façon que ceux qui sont au pouvoir, ça veut dire que vous ne voulez pas changer les choses. Vous vous inscrivez dans la continuité, peut-être avec un peu d'amélioration. Mais là, on ne saurait vous qualifier comme des personnes différentes de ceux-ci, ou alors de ceux-là qui sont au pouvoir. C'est pour dire que oui, la vision devrait s'appuyer sur l'idéologie que nous défendons en tant qu'homme politique. Et pour le cas du Tchad, puisque c'est la question que vous m'avez posée. Oui, effectivement. Comment pouvons-nous déterminer la vision politique de Succès Masra et celle d'Idriss Déby, même si Idriss Déby, Mahamat Déby est un militaire et qu'il serait arrivé au pouvoir par des moyens que nous connaissons tous? Comment donc pouvoir séparer la position du leader des transformateurs, Succès Masra, à celle de Kaka? Est-ce que lorsqu'il était dans l'opposition, il était opposé à un homme? Ou alors il était opposé à un système? Ou encore il était opposé à un mode de gouvernance? Parce que parfois, il ne faut pas être très surpris quand vous voyez un matin quelqu'un qui dit que vous êtes un diable, demain vous qualifie de Dieu. Il peut vous qualifier de Dieu après vous avoir qualifié de diable parce que sa position personnelle a changé. Qui n'a rien à voir avec la position du système ou du mode de gouvernance. C'est pour dire que et si vous faites un procès à ce type de personnes, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Qu'est-ce que je vais dire, Madame Sike, Monsieur Guéné? Le Premier ministre tchadien, Succès Masra, a un argument de taille qu'il met en évidence dans son discours, réconciliation. Oui. Vous savez, en matière de réconciliation, les compromis sont une obligation. Parce qu'on pourrait penser que Succès s'est compromis et pourtant, dans le fond, à aller creuser, on se rendra compte que c'est plutôt Kaka qui s'est compromis.
Il dit d'ailleurs qu'il était prêt à se coucher juste pour voir le peuple tchadien. Parce que, rappelez-vous d'une chose, lorsqu'il y a des morts, les tout récents morts, suite aux manifestations organisées par les transformateurs et autres, à N'Djamena, Succès Masra est obligé de partir du pays. Les premières apparitions publiques de Succès étaient aux États-Unis. Par la suite, en France. Après la France, il a annoncé qu'il retournait au Tchad. Vous savez, il y a eu un mandat d'arrêt qui était gardé dans les tiroirs, qui est ressorti. Oui. De la France, il s'est retrouvé au Congo. En RDC, oui. Et de la RDC, il s'est retrouvé au Tchad où il a appuyé la réforme constitutionnelle. Après la réforme constitutionnelle, il est devenu Premier ministre et aujourd'hui, il trouve que le président est entré dans la plénitude de ses pouvoirs parce qu'on est passé de la 4e à la 5e République. Et il accorde sa première interview à France 24, dans laquelle il s'exprime librement, comme nous l'avons constaté. Encore que là, ne saurait être un problème, dans la mesure où l'argument fondamental avancé reste la réconciliation. Parce que tenez-vous tranquille, je veux bien que nous soyons des radicaux, je veux bien que nous soyons des extrémistes, mais je voudrais aussi que nous n'oublions pas les missions qui sont nôtres, celle de sauver des vies, celle de travailler pour l'amélioration des conditions de vie, celle de protéger nos citoyens où qu'ils soient. Et parfois, au nom de ce que nous appelons politique ou idéologie, il y a des compromissions qui sont obligées malheureusement d'être faites pour sauver des vies. Pour vous, il sert au mieux les intérêts du peuple tchadien aujourd'hui au poste de premier ministre. Écoutez, je ne saurais le dire complètement et l'affirmer. Mais ce que je peux dire déjà, c'est que hier encore, c'est le même Succès qui disait que Kaka est un démon, qui aujourd'hui dit que Kaka est un dieu. Ça, c'est ce que je peux dire avec assertion, puisque c'est lui qui le dit. Je pense qu'on a des archives, vous avez des archives où ces déclarations ont été faites. Et c'est le même Succès qui dit, au nom de la réconciliation, je me suis engagé à travailler pour le peuple tchadien. Il ne faudrait pas qu'on perde cela de vue parce que nous avons l'envie de voir des choses bouger à une vitesse généralement, une vitesse énorme. Ne perdons pas de vie. Posons la question, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois aux Tchadiens, est-ce que vous connaissez quelque chose de nouveau? Est-ce que cette réconciliation valait la peine pour le Tchad? Est-ce que cette réconciliation vaut la peine pour l'Afrique? Parce qu'après tout, nous n'avons pas été associés, nous n'avons pas été présents lorsque les compromissions se sont faites. Oui. Mais allons donc poser la question de savoir 2 hommes. Et lorsqu'on sait que les 2 hommes, il y a eu des intermédiaires forts qui se sont assis pour dire faites comme on vous dit, on devrait se poser des questions sur ce qui doit arriver demain au Tchad. Et s'ils sont prêts véritablement à travailler pour les Tchadiens. Mais encore que, il ne faudrait pas perdre de vue, M. Nguéné, je fais partie de ceux qui pensent que nos constitutions, telles qu'elles sont présentées, sont des fabrications qui nous empêchent de développer nos pays. Le système de gouvernance tchadien doit être repensé par les Tchadiens et pour le bien des Tchadiens. Aujourd'hui, les pays africains aujourd'hui, dans leur majorité, et fondamentalement les pays de l'Afrique subsaharienne, pour ne pas parler les pays du précaré français, souffrent d'un problème congénital unique qui n'est rien d'autre que ce qu'on a appelé en géopolitique la France-Afrique. C'est ce problème-là qui est le problème des pays africains aujourd'hui. Et ne pas l'interpeller, ne pas l'identifier, ne pas le dire en ces termes-là, serait passer à côté, n'est-ce pas, des solutions qui pourraient libérer le continent africain aujourd'hui. Ce qui se passe au Tchad aujourd'hui, c'est vrai, c'est d'abord un problème qui relève de la compétence des Tchadiens et des Tchadiennes. Mais parce que le Tchad est un pays africain, parce que le continent africain est un continent qui doit se libérer dans son ensemble, les autres Africains ont un droit de regard, ont un mot à dire sur ce qui s'est passé au Tchad. Malheureusement, ce qui vient de se passer au Tchad, c'est la consolidation du système de la France-Afrique que nous sommes en train de combattre et de dénoncer ici tous les jours.
D'accord? C'est cette consolidation-là qui fait problème. On voit bel et bien qu'à travers les actions qui viennent de s'opérer ou de s'opérationnaliser au Tchad, on voit bel et bien que c'est des actions, n'est-ce pas, de procuration. Ce ne sont pas des actions qui sont portées par les fils et les filles du Tchad eux-mêmes. On voit bel et bien que c'est des puissances occidentales qui pilotent tout par derrière. D'accord? Si on veut par exemple revenir sur la manière dont le processus d'intégration au gouvernement de Succès Masra s'est opéré, on voit bel et bien que c'est les États-Unis, c'est la France qui sont derrière tout ça. Et lorsque vous voyez donc les choses de cette manière-là, vous convenez avec moi donc que les arguments tels que la réconciliation ne seraient pas des arguments suffisants aujourd'hui pour libérer totalement le continent africain en général et le Tchad en particulier et de ce qu'il est en train de vivre là aujourd'hui. La réconciliation serait pour moi un indicateur superficiel, superflu et même superfétatoire. Il faut s'attaquer au système et c'est en cela que je suis d'accord avec le président Matomba qui a parlé du système. Nous ne devons pas avoir des personnes qui sont opposées, n'est-ce pas, à d'autres personnes. Non, on doit être opposé au système. Et le système auquel le continent africain est opposé aujourd'hui et qui devrait travailler pour le substituer, c'est le système de la France-Afrique. Que ce soit Succès Masra, que ce soit Kaka Déby, on voit bel et bien que c'est entre guillemets des instruments que les puissances occidentales utilisent pour consolider leur influence au niveau du Tchad. Donc pour ma part, je pense que la meilleure solution, et je reste toujours constant là-dessus, parce que je me dis que nous sommes des panafricanistes, la meilleure solution qui, n'est-ce pas ici, serait la meilleure sur les problèmes du continent africain, serait, n'est-ce pas, la solution de la libération du continent africain, la solution de la souveraineté. La solution de la souveraineté. Parce que si le Tchad avait une souveraineté respectée, après la mort du maréchal Idriss Déby, on aurait respecté les institutions tchadiennes. On n'aurait pas, n'est-ce pas, ici, vu ce qui s'est passé là aujourd'hui, où on a torpillé le bloc de constitutionnalité du Tchad pour imposer une personnalité. Il faudrait que cela s'arrête. Il faudrait que l'Afrique travaille pour que les actions politiques africaines, l'autodétermination du continent africain, les institutions et les systèmes politiques africains soient des éléments qui soient totalement définis par les Africains et rien que pour les Africains. Je pense que pour que cela advienne, il est important que les Africains travaillent ensemble pour poser ce que j'appelle souvent les rapports de force sur le terrain. Parce que je suis d'accord que les discours pareils que nous sommes en train de faire ici ne suffisent pas. Encore faudrait-il poser des actions sur le terrain qui permettront, n'est-ce pas, de dissuader ces puissances occidentales qui ne sont que là pour nous asservir, pour spolier nos matières premières et nos ressources naturelles. Merci une fois de plus à vous, Dr Sango. C'est vrai qu'on passe normalement à la seconde thématique d'accueil, sauf si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Alors, on vous relance directement, Président Matomba, et sans transition, d'ailleurs, sur la seconde thématique d'accueil. Les États-Unis, on en a parlé il y a encore quelques jours, qui ont repris l'importation du pétrole russe. Justement, on nous dit pour la première fois depuis 2022, on le sait, avec ces différentes sanctions contre, bien sûr, la Russie. Le groupe des 7 avait décidé de suspendre ces différentes importations de pétrole russe, mais les États-Unis, selon les dernières informations, ont recommencé, du moins repris ces importations, malgré leur position en ce qui concerne le conflit qui oppose aujourd'hui la Russie, bien sûr, à l'Ukraine, ou encore le bloc de l'OTAN, comme on a l'habitude de le dire sur les plateaux de For You Media, à l'Ukraine. C'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques jours. C'est une information, bien sûr, qui a été confirmée, même si les autres États du groupe des 7, bien sûr, n'ont pas officiellement encore réagi en ce qui concerne cette information. Président Matomba, les États-Unis qui ont donc pris cette décision, la dernière fois on parlait de trahison, même si certains estiment justement que cela est dans l'ADN américaine et que voilà, c'est ça, c'est les États-Unis, la manifestation de sa puissance. Vous
savez, ce qui est intéressant avec les États-Unis, c'est qu'ils savent très bien entraîner les gens dans leurs problèmes et en sortir. Ce qui se passe là devrait alerter beaucoup plus les Africains que nous puissions analyser le sujet des importations ou pas importations. Qu'est-ce que j'entends par là? Reprendre les importations veut tout simplement dire que demain ou après-demain, l'Occident décidera de fermer, si vous voulez, de mettre un terme aux problèmes qu'il oppose à la Russie. États-Unis, Europe et autres, ils mettront un terme. Et quand ils mettront un terme à ce qu'ils opposent à la Russie, que deviendront donc tous ceux-là qui pensent aujourd'hui d'une façon ou d'une autre que c'est la Russie qui doit sauver l'Afrique ou alors c'est la Russie, c'est avec la Russie qu'il faut coopérer et autres. Parce que l'Afrique deviendra certainement un moyen d'échange. L'Afrique deviendra certainement un moyen d'échange. Est-ce que pendant cette période, les Africains sont en train de profiter? Est-ce que nous sommes en train de profiter pour faire ce que nous avons à faire pour que demain nous ne soyons plus dépendants ou alors que même au niveau de la coopération, que nos coopérations soient justes demain? Parce que, tenez-vous tranquille, Madame Siké, si demain l'Europe, l'Amérique décident de faire la paix, ils diront, ils s'entendront forcément autour d'une table. Bien sûr. Ils auront des conditions. Ils diront à la Russie, écoutez, vous nous libérez le terrain militaire en Afrique, arrêtez d'aider ces pays africains-là, et voilà, nous en échange, vous voyez. Donc il y a autant de choses, autant de probabilités, autant de possibilités. Les Africains doivent se prendre en charge et en main, et savoir que les enjeux aujourd'hui sont d'abord des enjeux africains, et que nous ne devons compter sur personne. Lorsque j'ai dit cela, je reviens donc répondre à votre question. Oui. Mais les États-Unis ont toujours été comme ça. Ils entraînent tout le monde dans leurs problèmes et après ils sortent seuls. Mais Madame Siké, ce n'est pas que l'importation du pétrole russe qui importe les États-Unis, même si c'est pour leur intérêt personnel. Il faut sauver le dollar. Ah, c'est un enjeu beaucoup plus géopolitique qui est en train de... Il faut sauver le dollar. Oui. Est-ce que le dollar est européen? Il est chinois? Il n'est pas chinois. Les États-Unis ont la possibilité, comme ils le font d'ailleurs depuis, d'importer le pétrole un peu partout. Pourquoi cette reprise subite des importations du pétrole russe? Pourquoi? Bon, on nous a annoncé en grande pompe qu'on lançait les sanctions contre la Russie. Oui. Avez-vous reçu des communiqués aussi qui disent que les sanctions américaines contre la Russie ont été levées? Pas du tout. Mais le business peut continuer en dessous. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'il s'agit des intérêts personnels d'un État, et pour la survie de cet État et de ses citoyens, il met tout en œuvre, quitte à bafouer les accords qu'il y a avec plusieurs. Après les sanctions, l'économie russe est devenue chaque jour plus forte. Et la Russie a décidé de faire ce qu'elle veut, importer son pétrole où elle veut, comme elle veut, vendre à qui elle veut, donner son blé à qui elle veut. Mais qu'est-ce que les Américains font aujourd'hui? Après avoir entraîné l'Ukraine dans une guerre, abandonné l'Ukraine, bon, en prenant pour prétexte que le Congrès ne voudrait pas que, voilà, l'appui financier, c'est-à-dire des histoires à dormir debout. Oui. Aujourd'hui, vous reprenez l'importation du pétrole. Vous vous rendez compte? On n'appelle pas ça trahison. C'est une stratégie, Madame Siké. C'est une stratégie de guerre. Et les Américains ne sont pas fous, ils ne sont pas prêts à voir leur peuple mourir pour le bien d'un autre peuple. C'est ce que les autres doivent comprendre. Les Américains ne feront rien pour que les Américains, eux, le peuple américain, puisse périr ou mourir au profit des autres peuples. Ils ont l'habitude de le faire. Mais c'est dommage pour ceux qui les suivent tout le temps en croyant qu'avec l'Amérique, on peut tout et avec l'Amérique, on peut tout contre tout le monde. Regardez, on reviendra certainement sur ce sujet d'Israël. Oui. C'est les mêmes choses. Donc, pour comprendre, l'Amérique aujourd'hui est en train de jouer pour ses intérêts personnels et veut sauver son dollar qui est en plein déclin. Donc, il est important de renouer techniquement avec la Russie et par la suite poursuivre avec les autres qui sont autour. Merci à vous, Président Watomba, et justement pour